Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va remplir la fiche course sur l'argumentation qui comporte les bases absolues à connaître quand vous êtes au lycée. Sortez votre fiche, sortez votre stylo, c'est parti. Alors, premièrement, argumenter c'est quoi? Argumenter c'est défendre une thèse, donc une thèse qui vient de moi, en tentant de rallier autrui à mon point de vue. Donc ça va à la fois m'impliquer énormément moi, mais je vais aussi essayer d'impliquer beaucoup la personne en face. Alors, deux distinctions fondamentales à connaître absolument si on vous pose la question au bac de français et que vous ne savez pas, c'est pas bien du tout. Premièrement, la distinction entre l'argumentation directe et indirecte. Et deuxièmement, l'argumentation entre convaincre et persuader, qui sont censés être des acquis de collège. Alors, j'aimerais aussi vous persuader dans cette fiche courte que l'argumentation, que les mots, c'est une véritable arme. Ça a une puissance énorme. Hein, par exemple, si vous avez vu Gladiator, vous vous rappelez cette scène où Maximus, qui est un simple gladiateur, parvient avec quelques phrases, quelques mots bien sentis, avec juste un peu de rhétorique, à faire trembler le pouvoir de l'empereur Néron, Commode. Donc avec quelques petites phrases, on arrive à faire trembler les gens. Celui qui a mieux compris ça, c'est Voltaire. On va voir ça ensemble. Alors, premièrement, l'art de convaincre, de persuader, ça se fait d'abord à l'oral. Alors, puisque ça se fait à l'oral, ça vient de alors, ça manifeste la technique de la rhétorique, qui est une technique pour bien parler, pour bien convaincre, et ça fait forcément appel à vous, dans votre esprit, à l'Antiquité. Pourquoi? Parce que les moments où on a besoin de convaincre une foule, c'est quand on est en démocratie, quand on veut convaincre de se plier à son projet, et ça vous fait penser directement à Athènes, la Grèce, et c'est quand on peut défendre quelqu'un devant un tribunal, donc ça vous fait penser au droit, et à Rome. Vous pouvez faire appel à la muse de la rhétorique pour vous aider, Polémie. Alors, selon Quintilien, il y a 4 étapes quand on veut faire un grand discours rhétorique pour se préparer. J'ai pensé que dans ce cadre du bac où on vous fait où vous devez beaucoup travailler à l'oral, ça pouvait être intéressant. Donc, premièrement, l'inventio, quand vous préparez, quand vous inventez vos arguments, quand vous les cherchez. Deuxièmement, la dispositio, quand vous faites en sorte qu'ils soient bien structurés, bien mis dans l'ordre. Troisièmement, il faut soigner l'élocution, le style, les figures de style que vous allez choisir pour marquer votre auditoire. Quatrièmement, la memoria, le fait de mémoriser. Et enfin, l'axio, le fait de le répéter, de répéter votre ton, de vous mettre à l'oral, quoi. Plus précisément, dans la disposition, dans la structure, vous allez voir, rien n'a changé en 2000 ans. Alors, on commence toujours par l'exorde. L'exorde, c'est l'introduction du sujet. Et dès le début, on va chercher à capter la bienveillance de son auditoire. Ça s'appelle la captatio benevolentiae, où on essaye de faire en sorte que l'auditoire soit dès le début prêt à nous écouter, de l'intéresser dès le début. C'est pour ça que vous devez faire une bonne phrase d'accroche quand vous commencez une dissertation. Ensuite, la narration, on explique ce qui s'est passé. La division, on va annoncer les différents arguments qu'on va utiliser, et ça, quand vous faites un commentaire ou une dissertation, ça correspond à l'annonce du plan. La confirmation, on développe les arguments qui vont confirmer notre thèse en tentant de prévenir les contre-arguments qu'on pourra nous faire. Et enfin, à la fin, la péroraison, donc ça c'est très important, c'est une conclusion qui doit vraiment laisser une impression très très forte sur l'auditoire. Quand vous pérorez, c'est que vous terminez de façon intense et comme ça votre auditoire, il garde bien dans son cœur ce que vous lui avez dit. Alors, outre Quintilien, le grand pro de l'éloquence, c'est Cicéron. Cicéron qui a fait l'intermédiaire entre la rhétorique grecque et les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Jules César, le siècle de Marc-Antoine et d'Octave. C'est un brillant avocat qui, parti de rien, a été élu au consul. Et au consul, il a été élu contre Catilina. Et Catilina fomente un complot, un coup d'État avec toute une conjuration pour prendre le pouvoir. Et un jour, pour la première fois, puis ça va se reproduire plusieurs fois, Cicéron va attaquer Catilina devant tout le Sénat, ça s'appelle les Catilinaires. Il va faire des grands discours qui sont des chefs-d'œuvre de rhétorique pour confondre Catilina. Du coup, Catilina va être exécutée sans aucun procès. Et puis pour finir, Cicéron va prendre part dans la guerre entre Marc-Antoine et Octave pour Octave, mais Octave va finir par accepter que Marc-Antoine l'assassine. Et du coup, il va se faire assassiner, comme quoi l'éloquence, ça protège pas non plus de tout.
On va marquer tout ça, donc vous écrivez le numéro de la fiche cours. Argumenter, c'est défendre une thèse en tentant de rallier l'autre à son point de vue. On commence par l'argumentation directe ou explicite. Dans l'argumentation directe, c'est quand je donne directement mes arguments. Comme on l'a dit, cette tradition est plutôt orale. On parlera donc d'art de bien parler, de rhétorique, alors s'il vous plaît, vous soulignez le H qui est après le R, de rhétorique ou encore d'éloquence. Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, est l'orateur romain le plus célèbre. L'auteur peut tenter de convaincre, ça c'est en s'adressant à la raison, ou alors de persuader, ça c'est en s'adressant au sentiment. Voilà une distinction absolument fondamentale. Par exemple, si vous voulez que votre père vous laisse sortir jusqu'à minuit ce soir, vous pouvez essayer de le convaincre en s'adressant à sa raison, en donnant des arguments logiques. Par exemple, ben voilà, papa, tu m'as dit que si jamais je travaillais bien à l'école, tu me laisserais sortir. J'ai récemment eu un 14 sur 20. J'estime que j'ai fait mes preuves, j'ai le droit de m'amuser avec mes amis. Ou alors vous pouvez essayer de le persuader en s'adressant à ses sentiments. Mon petit papa chéri, j'ai tellement envie de voir mes amis, j'ai tellement envie de sortir. Allez, sois gentil, ça me ferait vraiment plaisir. Là, vous essayez de le persuader. Ça, normalement, c'est maîtrisé depuis le collège, cette distinction convaincre ou persuader. Alors, comment faire pour être convaincant? Comment rallier l'autre à mon point de vue? On peut utiliser quelques procédés rhétoriques. Premièrement, la présence du locuteur. Donc, on aura beaucoup on va s'impliquer personnellement dans son discours. Deuxièmement, la présence du coup de l'interlocuteur, la deuxième personne, avec des apostrophes, on va l'interpeller en disant son nom, ou alors des questions rhétoriques, on va lui poser des questions, alors il ne peut pas répondre parce qu'il n'est pas en position, mais pour l'impliquer dans mon discours. On va aussi utiliser le prénom « on » qui permet de généraliser. Pour qu'il y ait une structure logique, on utilisera des connecteurs logiques afin qu'on puisse bien suivre un raisonnement. Il y aura également une structure logique et si on est à l'écrit, ça passe par des paragraphes bien distincts et bien pensés, bien conçus. Et enfin, très important, des figures de style pour faire forte impression, comme des hyperboles ou des antithèses pour vraiment marquer l'auditoire. Par exemple, dans les Catilinaires, Cicéron commence son exorde. Jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina? Donc vous voyez, il y a une apostrophe, il l'interpelle. Il utilise des questions rhétoriques et il va utiliser des figures de style fortes. Combien de temps encore serons-nous ainsi le jouet de ta fureur? Où s'arrêteront les emportements de cette audace effrénée? Des hyperboles pour vraiment marquer tous les sénateurs qui sont là. L'argumentation directe peut prendre plusieurs formes. Alors, vous pouvez écrire que premièrement, l'essai, c'est un ouvrage où l'auteur expose ses opinions personnelles. Donc, je veux expliquer ce que je pense de tel ou tel sujet. Personnellement, j'écris un essai. L'exemple le plus connu, c'est les essais de Montaigne. Ensuite, le pamphlet, c'est un écrit satirique. C'est-à-dire que c'est comique, que ça critique mais en faisant rire, virulent. Virulent, ça veut dire violent, et vous pouvez rajouter aussi que c'est court. Pour bien marquer les esprits, c'est une pointe, une pique. Alors, j'attire votre attention sur le fait que satirique, ça prend un I, parce que quand vous écrivez un Y, le satyre, c'est un petit homme avec des pattes de bouc qui est un pervers sexuel, alors ça risque de porter à confusion. Donc, satire avec un I en français. Je vais vous donner un exemple de pamphlet. C'est Voltaire qui avait un ennemi qui s'attaquait à lui dans son journal qui s'appelait Jean Fréron, et Voltaire va écrire... Alors Voltaire, vous le savez, c'est vraiment celui qui va utiliser les mots comme des armes, qui va détruire des vies à côté de lui avec ses mots. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Voilà un petit pamphlet qui vous fait rire de façon grinçante, parce que c'est satirique, et qui va complètement détruire la vie de Jean Fréron, détruire son journal, détruire sa vie familiale, qui va l'achever, parce que en fait la petite méchanceté comme ça, la petite pique dont Voltaire est un as, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement efficace. Ensuite, le plaidoyer défend une cause, le réquisitoire est une accusation. À connaître absolument, le plaidoyer c'est quand on est pour quelque chose, le réquisitoire c'est quand on est contre. À ne pas confondre avec la plaidoirie, vous avez la petite image avec le loup qui fait un réquisitoire contre l'âne dans Les animaux malades de la peste. La plaidoirie c'est un plaidoyer mais c'est au tribunal, c'est quand c'est un avocat qui défend son client.
Ensuite, le manifeste, c'est une déclaration écrite très solennelle, très sérieuse, dans laquelle un groupe d'hommes expose son programme ou ses idées. Donc, par exemple, le manifeste du Parti communiste de Marx va exposer les idées communistes. Le manifeste du surréalisme d'André Breton expose les idées surréalistes. Et la défense et illustration de la langue française, c'est le manifeste de la Pléiade écrit par Du Bellay au XVIe siècle. Ça va expliquer en quoi le français est une langue qui est aussi bonne que le latin ou le grec. Voilà 3 exemples de manifestes. La préface, c'est un texte qu'on va placer en début d'ouvrage, avant le début de l'ouvrage, pour expliquer les intentions que j'ai quand j'écris, dans l'ouvrage qui va arriver. Enfin, l'éloge et le blâme visent à dresser un portrait amélioratif pour l'éloge ou péjoratif pour le blâme d'une personne ou d'une idée. Tous ces mots de vocabulaire sont vraiment à connaître, c'est la base de la base pour l'argumentation directe. Alors, il existe différents types d'arguments, je vais vous en donner quelques-uns, il y en a beaucoup plus, mais quelques-uns. Alors, premièrement, l'argument logique fait appel à la raison. Il repose sur des vérités générales irréfutables. Le soleil se couche à l'ouest, si jamais tu vas avoir du soleil le soir, il faut que tu ailles te mettre à l'ouest. Logique, argument imparable. Alors, voilà, l'argument logique, pardon. Ensuite, l'argument empirique ou l'argument d'expérience, ça fait appel à ce qu'on peut observer, mais pas forcément démontrer. Par exemple, on sait très bien par expérience que quand on prend des résolutions en janvier, on ne les tient jamais très longtemps, donc ça sert à rien de prendre des résolutions. Voilà, c'est un argument qui se base pas sur la logique, mais sur ce qu'on peut observer. Les résolutions de début d'année ne tiennent jamais très longtemps. Ensuite, l'argument d'autorité s'appuie sur une personne qui a autorité dans le domaine. Par exemple, si jamais votre professeur de français vous dit que, je sais pas moi, que telle image, que une métaphore c'est ça, bah vous pouvez pas le démontrer par vous-même, mais comme vous avez confiance dans l'autorité de votre professeur, l'argument tient bon. Enfin, l'attaque ad hominem, c'est une attaque qui va attaquer non pas le raisonnement d'une personne, mais sa vie privée. Donc par exemple, Rousseau, qui a écrit tout un livre sur l'éducation, on peut l'attaquer en disant « Ouais, mais t'es bien gentil, mais toi t'as laissé tes 4 enfants à la DAS, donc t'as pas trop d'autorité dans le domaine. » Pareil, quelqu'un qui vous ferait toute une conférence sur l'écologie, mais qui serait arrivé en 4x4 à la conférence, on peut l'attaquer ad hominem sur sa vie privée. Qui es-tu pour nous parler de l'écologie, sachant que dans ta vie privée, tu fais n'importe quoi avec l'écologie. Voilà, c'est l'attaque ad hominem. Si vous voulez en savoir plus pour une façon de gagner toujours les débats, je vous invite à lire absolument L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer et de le mettre en pratique ou de regarder dans les débats télévisés comment les gens les mettent en pratique. Alors, vous avez plusieurs stratégies pour argumenter. C'est des stratégies que vous pouvez utiliser en dissertation. Évidemment, il faut soutenir sa thèse, avoir des arguments qui vont expliquer, qui vont pouvoir développer son idée, en quoi son idée est bonne. On peut aussi réfuter la thèse adverse, c'est-à-dire montrer en quoi les arguments des adversaires sont mauvais. Donc, par exemple, tu me soutiens que ceci, cela, moi je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon. Également, vous pouvez utiliser l'ironie pour faire mine d'adhérer à la thèse adverse et montrer à quel point c'est absurde. Donc, par exemple, si en face de vous, on vous dit que les femmes doivent rester à la cuisine, vous allez dire « Ah oui, bien sûr, les femmes doivent rester à la cuisine, oui, ça ne servait à rien de toute façon de découvrir le nucléaire comme Marie Curie, elle aurait mieux fait de faire du potage. » Voilà. Ensuite, vous pouvez quand même faire des concessions à la thèse adverse. Donc, vous pouvez accepter 1 ou 2 points dans la thèse de l'adversaire pour ensuite réfuter ce qui va vraiment pas. Donc par exemple, oui, si ça fait plaisir à la femme de faire la cuisine, elle peut très bien, il n'y a pas de problème. Mais, et là vous expliquez comme quoi les femmes ne peuvent pas être astreintes à la cuisine. Donc vous acceptez 1 ou 2 points, en général c'est la première partie dans une dissertation. J'accepte 1 ou 2 points chez l'adversaire, mais le gros de la thèse, je vais le démonter pour pouvoir soutenir ma thèse à moi. Là encore, je vous renvoie à Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, qui va vous expliquer comment faire en sorte de décrédibiliser la thèse de l'adversaire. Voilà pour l'argumentation directe, on va passer à l'argumentation indirecte ou implicite. Dans l'argumentation indirecte, l'auteur ne défend pas directement son point de vue, donne pas directement des arguments, il tente de convaincre ou persuader à partir d'une fiction, à partir d'autre chose qu'un raisonnement.
Alors ça, c'est vieux comme le monde, hein. Vous savez que Platon, par exemple, expliquait ses idées à travers le mythe de la caverne de Platon. On a aussi plein de mythes dans l'Antiquité, le mythe de Prométhée, le mythe d'Oedipe, ou encore, j'ose rajouter, le conte Cendrillon, qui est un conte qui est vieux comme le monde, qu'on retrouve en Égypte, en Chine ancienne, dont la morale est, alors c'est pas du tout une morale sympathique, hein, la morale c'est que si on a un bon parrain, des bons soutiens dans la vie, on peut toujours s'en sortir. Donc vraiment, l'argumentation indirecte, c'est vieux comme le monde. Alors, on va parler d'apologue. Quand l'argumentation se cache derrière un récit. Si on raconte une histoire pour soutenir une idée, c'est un apologue. Écrivez-le bien en majuscule, en souligné, parce que ce mot est trop souvent pas connu, alors que c'est vraiment une base en français. Alors, 5 exemples d'apologue. Premièrement, le premier qui vous vient à l'esprit, c'est la fable. La fable, c'est un récit court, d'où on tire une morale ou une leçon sur la vie. En général, cette leçon n'est pas du tout morale, hein. C'est une leçon pour vous expliquer à quel point la vie est dure. Par exemple, dans Le Loup et l'Agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parfois, la morale, elle n'est pas dite explicitement, elle est implicite, comme dans La cigale et la fourmi, où vous la déduisez de la fable. Le conte philosophique, c'est un récit merveilleux. Un conte quoi, un conte qui va éveiller l'esprit critique du lecteur. Donc le grand pro du conte philosophique, c'est Voltaire. Dans les évangiles, on va voir la parabole. Alors la parabole, c'est un récit simple qu'utilise Jésus pour expliquer des réalités qui sont sacrées, qui sont compliquées. Donc le plus connu, qui est en culture générale, que vous devez connaître, c'est la parabole du fils prodigue, qui est l'histoire d'un fils qui abandonne son père, qui laisse tomber son père, et puis qui revient des années après complètement misérable, en disant « bah là, mon père va être fâché contre moi ». Et au contraire, son père l'accueille à bras ouverts et fait la fête tellement il est content que son père soit revenu. Donc ça, c'est une parabole pour expliquer la relation des chrétiens avec leur Dieu et le pardon de Dieu. Ensuite, l'utopie consiste en mettre en place un vieux imaginaire parfait, et ça va souvent permettre de montrer par contraste ce qui n'est pas parfait dans nos sociétés. Donc par exemple, dans le village Schtroumpf, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'argent, ça montre à quel point notre société est gangrénée par contraste par le pouvoir et l'argent. Alors vous connaissez moins l'utopie que la contre-utopie. Ou encore, je fais un petit point de vocabulaire. Vous savez, quand on dit 10 avec un Y, ça veut dire que c'est défaillant. Par exemple, la dyslexie, donc c'est un préfixe grec. Hein. La dyslexie, c'est quand on a un défaut du langage. Dysorthographie, un défaut de l'orthographe. Dyscalculie, un défaut du calcul. Le dysfonctionnement, ça s'écrit avec un Y, c'est un défaut du fonctionnement. Et la dystopie, c'est là où je voulais en venir, c'est quand on a un défaut dans l'utopie. Donc la contre-utopie ou la dystopie, ça va être développé au XVIe siècle, au moment où on va essayer d'appliquer l'utopie du communisme, et puis où ça va complètement dégénérer. La dystopie, ça va montrer les dérives d'un monde où on applique certains principes qui sont bons au départ, par exemple l'égalité, et en fait, en les appliquant, c'est le principe de l'idéologie, en les appliquant au réel, ça va créer un monde complètement cauchemardesque. Donc une idée qui est bonne dans notre tête et qui, au réel, va paraître complètement horrible. Alors vous connaissez plein de dystopies, vous connaissez 1984, où on a Big Brother, où on a un État qui va nous surveiller de partout. Vous connaissez Le meilleur des mondes, où les enfants sont fabriqués de façon artificielle. Vous connaissez Fahrenheit 451, qui est la température qu'il faut pour brûler les livres. Et dans la littérature jeunesse, vous connaissez plein c'est la grande mode de dystopie, par exemple Hunger Games qui nous montre les dérives de la télé-réalité et du voyeurisme. Et puis vous connaissez la série Black Mirror qui nous montre les dérives d'un monde où en général c'est sur les nouvelles technologies. Tout ça, ce sont des contre-utopies. Enfin, 2 points pour terminer. On peut également argumenter avec la poésie engagée. Alors ça, je suis révoltée quand je vois des élèves en seconde qui ne savent pas ce que c'est que la poésie engagée, parfois même en première. La poésie engagée, c'est quand on utilise la poésie pour défendre une cause. Alors l'exemple le plus connu, c'est Les Châtiments. Vous dites bien Les Châtiments parce qu'il y a un accent circonflexe sur le A, qui est un recueil de Victor Hugo, un recueil de poèmes, où il va s'attaquer et se réattaquer à Napoléon III, puisqu'il a dû partir en exil quand Napoléon III est arrivé au pouvoir au Second Empire. Je vous donne un autre exemple pour changer un petit peu. Agrippa d'Aubigné, au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, est un protestant et il va écrire des poèmes qui s'appellent les Tragiques, où on montre évidemment les catholiques brûlés en enfer. Sympa.
Enfin, quand on est au théâtre, également dans un roman, mais au théâtre en particulier, les dialogues vont permettre de débattre des idées. Par exemple, Sganarelle et Don Juan vont débattre de Dieu, du libéralisme, de la fidélité à son père. Et souvent, l'un des personnages sera le porte-parole des idées de l'auteur. Donc ça, c'est hyper important quand on est au théâtre. Tout l'enjeu, c'est de savoir lequel des personnages est le porte-parole des idées de l'auteur. Par exemple, dans Don Juan défend des thèses scandaleuses, des thèses contre l'Église, irrévérencieuses, des thèses contre le mariage. Et tout l'enjeu de cette pièce, c'est de savoir si oui ou non Molière défend ces thèses. Alors ça va dépendre de la mise en scène. Il y a des mises en scène où on va mettre en valeur Don Juan, des mises en scène où on va montrer que Don Juan a ses limites. Et du coup, c'est au metteur en scène qu'il revient de choisir, d'appuyer sur telle ou telle argumentation. C'est pour ça qu'une pièce de théâtre peut être extrêmement riche, puisque selon la mise en scène, c'est tel ou tel argument, tel ou tel personnage avec son argumentation qui va être mis en valeur. Et voilà, on en a fini avec cette fiche cours fondamentale. Cicéron et moi vous disons à bientôt. Il faut vraiment apprendre tout ça par cœur. Si vous arrivez à une dissertation, à un contrôle et au bac de français sans connaître ça, et même au grand oral sans connaître ça, c'est vraiment la loose. Alors on s'y met, on apprend, on révise. C'est parti, bon courage!